Donc, on va commencer ce point de presse. Bonjour tout le monde et bienvenue. On est aujourd'hui le 22 octobre. Donc, comme à l'habitude, à tous les jeudis, on est ici ensemble pour faire le point sur la situation de la pandémie de la COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Anne-Marie Trépanier. Donc, comme à l'habitude, nos porte-paroles du jour, on va commencer avec Mme Caroline Roy qui a quelques messages pour vous, notre PDG. Par la suite, le Dr Lise Andry, directrice de la santé publique, a quelques messages aussi. Et pour terminer, Dr Omobola Sobenjo, aussi de la santé publique, qui donnera les données du jour. Donc, sans plus attendre, Madame Roy. Oui, bonjour. Donc, merci encore une fois d'être avec nous aujourd'hui pour qu'on puisse vous partager certains messages dans ce contexte pandémique. En fait, mon seul message du jour va être en lien avec les projections au niveau des hospitalisations pour les prochaines semaines ou aux prochains jours. Comme il a été diffusé, là, on voyait bien dans les dernières semaines que les projections du nombre d'hospitalisations requises en lien avec la COVID dans la grandeur du Québec là, était en augmentation dans les dernières semaines avec les différents cas puis l'augmentation des cas COVID positifs qui ont été confirmés au sein de la province. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que dans les derniers jours, ça semble se stabiliser là, au niveau des projections pour les prochaines semaines parce que la situation était réellement très préoccupante là, pour l'ensemble de la province. Je veux vous rassurer en vous mentionnant, comme je vous l'ai déjà dit, qu'il est très peu probable qu'on atteigne notre capacité maximale d'hospitalisation au sein de notre région. Actuellement, dans les projections, en fonction de la deuxième vague au niveau des données connues du virus, là, puis avec l'expérience de la première vague et en fonction du profil aussi des cas confirmés COVID positifs dans cette deuxième vague, qui sont complètement différents, là, vous l'avez vu, de la première vague où c'était réellement les installations avec les milieux de vie vulnérables qui étaient principalement affectés. Fait en sorte que, pour l'instant, on a 30 lits qui sont dédiés là, à pouvoir accueillir de la clientèle COVID positive au sein de notre centre désigné à Rouyn-Noranda. Donc, c'est le besoin qu'on a évalué, anticipé, pour lequel on est prêt. Puis 15 lits en soins intensifs, toujours à l'hôpital de Rouyn-Noranda. Actuellement, ce n'est pas qu'on maintient nos lits vides à l'hôpital. Évidemment, on continue nos activités régulières, mais à partir du moment où ce serait requis, on va modifier l'occupation des lits pour être capable d'accueillir la population malade, mais ce n'est pas l'espace qui sera notre enjeu en région directement. La situation n'est pas moins préoccupante. Je suis certaine que vous avez entendu le premier ministre et le ministre de la Santé ce midi en parler. Donc, évidemment, on doit s'assurer de diminuer le nombre de nouveaux cas chaque jour en province. Notre réalité régionale, elle est encore très bien, mais notre réseau de la santé n'est pas moins précaire ou vulnérable face à une telle situation. Donc, c'est encore le même message. Respectons les mesures et diminuons le nombre de contacts. C'est réellement le message qu'il faut continuer à observer en région parce que la réalité qu'on observe dans notre région, c'est parce que les gens ont respecté les mesures. On le sait, on a la chance aussi d'être effectivement une région qui est plus isolée, mais il y a quand même une grande mobilité là, avec notre main-d'œuvre qui est les mineurs ou d'autres types d'emplois là, qui se promènent entre les différentes régions, mais on réussit tout de même à garder un contrôle sur la situation. On en demande beaucoup à la population. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on est dans cette situation-là, mais on est présentement dans la meilleure situation dans laquelle on pourrait se trouver au sein de notre société. On continue à avoir plusieurs de nos activités qui sont possibles différemment. Les restaurants sont ouverts, les commerces sont tous ouverts. On est capable d'avoir une certaine vie sociale là, qui se rapproche un peu plus de la normale. Donc, demeurons en respect des différentes mesures. C'était mon message aujourd'hui, Mme Trépanier. Merci beaucoup, Mme Roy. Donc, je passe maintenant la parole à Dr Landry. Oui, bon après-midi à tous. Merci, Caroline, pour ces messages. Et mon message principal aujourd'hui, ce serait pour enchérir sur la semaine de relâche qui s'en vient, je pense, sous peu. Dans le fond, là, je m'adresse aux parents qui vont recevoir leurs étudiants à la maison, bien que ce n'est pas recommandé de se déplacer d'une zone orange et rouge à une zone jaune. Mais on comprend que certains enfants ont le goût de se retrouver dans la bulle familiale, retour aux sources dans la région pour cette période. Alors, c'est important de respecter les consignes, comme on l'a déjà dit, les règles qui s'appliquent, suivent les étudiants, vos enfants, lorsqu'ils arrivent dans une zone jaune. Donc, s'ils arrivent d'une zone rouge, par exemple, qu'ils n'ont pas le droit de fréquenter les restaurants, les gyms, les bars, on leur demande de respecter les mêmes consignes ici, de se limiter à la bulle familiale. C'est sûr, s'ils veulent voir leurs amis, ils peuvent le faire quand même, mais à l'extérieur,
en plein air, à 2 mètres de distance, en prenant une belle marche chantée. Ça peut toujours se faire, mais s'il vous plaît, n'allez pas dans les restaurants, gyms et bars. Et évitez de participer à des activités sociales, bien sûr, et donc restreignez vos activités au contexte familial, tout en respectant à la maison les mesures que vous connaissez bien, distanciation de 2 mètres, lavage de mains, etc. Et pour les parents, une fois que votre enfant sera parti pour retour au cégep à l'université, donc c'est important dans les 2 semaines qui suivent de limiter les contacts sociaux et de surveiller l'apparition des symptômes qui s'apparentent à la COVID-19, puis dès l'apparition des symptômes, de s'isoler, de passer un test de dépistage, parce que comme vous le savez, quand vos enfants vont arriver, souvent aussi, les personnes asymptomatiques peuvent transmettre le virus quelques jours avant l'apparition des symptômes. Votre enfant peut arriver, sembler bien correct, mais il peut être quand même possible pour lui de transmettre le virus. Fait que somme toute, ce serait mon message pour aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Madame Landry. On est maintenant rendu aux données du jour avec Dr. Sobanjo. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bon après-midi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Dr. Sobanjo, on vous entend très bien. Bon, merci. Donc, pour ce qui est des données épidémiologiques concernant la COVID en région, donc depuis le mi-septembre, nous avons eu 57 cas confirmés, aucun nouveau cas dans les dernières 24 heures. Et la majorité de nos cas se trouvent dans l'AMRC de Rouyn-Noranda avec 29 cas et l'AMRC de Vallée-de-l'Eau avec 22 cas. Les 3 autres MRC ont chacun moins de 5 cas depuis le début de 12e vague. Nous avons actuellement 40 de ces 57 personnes qui sont rétablies, nous laissant avec 17 cas actifs. Heureusement, nous n'avons pas eu de décès depuis le début de 12e vague. Nous avons actuellement 3 personnes hospitalisées pour la COVID dans notre hôpital régional, le centre désigné pour la COVID en région. Si je vous rappelle, dans la semaine de 4 à 10 octobre, nous avons eu 23 cas confirmés, alors que la semaine de 11 à 17, nous avons eu 11 cas confirmés. Et depuis le début de cette semaine, le 18 jusqu'au 21, nous avons eu 3 cas. Donc, la situation s'évolue bien en région et on vous prie de continuer à respecter des consignes et d'être vigilante. C'est très important pour pas que, parce que vous avez vu, là, on a parti avant début octobre, on avait moins de cas. Tout à coup, on a monté jusqu'à 22 cas dans une semaine. On a réussi à le baisser, mais ce n'est pas vigilance et pas le rigueur dans l'application de mesures qu'on arrive à contrôler la situation en région. Également, nous avons diffusé des informations en lien avec les priorisations ou les critères qui doivent passer un test de dépistage et les personnes qui n'ont pas besoin d'aller passer un dépistage. Cela aide à répondre aux questions qu'on reçoit souvent pour comment nous on définit un contact. Donc, au moins, vous allez pouvoir savoir que si vous êtes l'entourage de quelqu'un qui a été identifié comme contact par la santé publique, vous n'avez pas besoin d'aller passer un test. C'est les personnes qui ont été identifiées comme contact ou les personnes qui ont été référées à aller faire un test de dépistage par la santé publique ou ceux qui présentent des symptômes et qui ont reçu une recommandation en utilisant l'outil d'auto-évaluation sur le site ou en appelant la ligne en 877 qui peuvent aller passer un test de dépistage. Merci. Merci beaucoup, Dr. Sobanjo. Donc, nous sommes déjà rendus à la période de questions. Comme à l'habitude, vous pouvez allumer vos micros ou par écrit. J'ai déjà des questions par écrit, donc j'irai avec la première venant du citoyen. Combien de cas sont présentement hospitalisés? 3. Et aucun en soins intensifs. Merci beaucoup. J'irai avec la deuxième question à l'écrit tout de suite. La FIG régionale était présente aujourd'hui au CHSLD de Macamic pour informer et dénoncer aux familles des résidents les conditions de travail dans les CHSLD de la région. On le sait bien, les ratios résidents-infirmières sont très élevés en Abitibi-Témiscamingue et plusieurs familles se disent inquiètes. Qu'avez-vous à dire aux familles touchées?
Bien, en fait, je veux rassurer les familles concernées, mais également l'ensemble de la population qu'actuellement, avec l'ensemble des équipes de travail qui sont dans nos CHSLD, de tous les CHSLD de la région, nous permettent de confirmer qu'on offre des services et des soins sécuritaires et de qualité à nos résidents. Effectivement, là, tout ce contexte-là se fait aussi dans un contexte de négociation avec l'AFIC au niveau national, donc il ne faut pas l'oublier. Puis, il ne faut pas non plus seulement considérer les ressources infirmières qui sont présentes au sein des équipes. Puis, je confirme aussi qu'on est prête à travailler et qu'on le fait au quotidien avec l'AFIC, là, donc avec les représentants de l'ensemble de nos employés infirmières au sein de l'organisation, pour contribuer à stabiliser davantage les équipes. Parce que ce n'est pas qu'une question de nombre, c'est une question aussi de stabilisation des équipes. Puis, évidemment, là, dans le contexte actuel de pénurie de ressources, bien, c'est un enjeu auquel on fait face présentement. Puis, qu'il y a d'autres professionnels aussi qui œuvrent, là, puis qui sont vraiment à proximité de chacun des résidents dans le CHSLD, que ce soit évidemment les préposés aux bénéficiaires, il y a les infirmières auxiliaires, mais il y a également tous les autres professionnels comme les physiothérapeutes, les nutritionnistes, donc les autres professionnels qui contribuent à cette offre de soins et de services. Merci, Mme Roy. Nous avons de nouveau une question par écrit. Donc, combien y a-t-il eu de tests de dépistage au cours de la dernière semaine? Et est-ce que la stratégie de dépistage est appelée à changer dans la région, comme ça se voit ailleurs au Québec, par exemple en donnant les résultats négatifs par texto, etc.? Donc, nous avons eu environ 1700 tests effectués dans la dernière semaine. La stratégie de dépistage évolue en continu et pour l'instant, on travaille, on mise l'emphase sur la capacité de transmettre les résultats à l'intérieur de 24 et 48 heures. Donc, pour l'instant, on ne le fait pas par texto, mais on s'assure dans la majorité des cas de donner des résultats à l'intérieur de 24 et 48 heures. On considère d'autres moyens qui sont utilisés dans d'autres régions, mais pour l'instant, on ne le fait pas appel. Mais ça peut évoluer jusqu'à là. Avez-vous des inquiétudes? Comme vous l'avez dit, on est une zone jaune, on est une des régions les mieux placées où la situation est quasiment le plus stable et où la situation se porte le mieux. Avez-vous des inquiétudes par rapport à ça, soit par rapport du voyagement ou autre, que la situation s'empire d'une manière drastique ou que les gens se prennent un peu pour acquis disant on est correct en région, nous ici, on n'a jamais été touchés et que là, commence peut-être à moins suivre les règles? Oui, merci pour votre question. Il y a deux choses. Premièrement, il faut se rappeler qu'il y a plusieurs endroits qui, même si on voit à travers du Canada, on voit qu'il y a des provinces qui ont été moins touchées dans la première vague que maintenant, on enregistre chaque jour des taux de nouveaux cas plus élevés que ceux qui l'ont vécu au printemps. Donc, il faut être prudent. On a vécu ça également ici au Québec, dans la région des Bas-Saint-Laurent. Aux autres, ils ont été beaucoup moins touchés au cours de la première vague, mais au début de la deuxième vague, ils ont eu beaucoup plus de cas. Maintenant, la situation est plus stable chez eux, mais il ne faut pas penser qu'on est épargné. Il faut rester toujours vigilante. Et il y a d'autres choses qui sont importantes. Le virus, une propagation plus importante du virus en Abitibi-Témiscamingue pour passer par une réimportation, c'est-à-dire les gens qui arrivent. C'est pour cela d'ailleurs que Mme Landry, Dr Landry, a donné des informations, des consignes, des recommandations pour aider à diminuer le risque si jamais des personnes qui arrivent de régions en palier rouge ou orange doivent se circuler au sein de notre région. Ça va être important qu'ils limitent les contacts avec des personnes et les personnes qui ont eu contact avec eux aussi doivent limiter leurs contacts sociaux par la suite. Ça, c'est important. Deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on garde nos respects de mesures. Il faut qu'on reste vigilante parce que ce qu'on a vécu il y a 3 semaines, c'est que les gens, il y a une importation qui est arrivée, mais par la suite, au sein de notre région, il y avait de relâchement. Donc, les gens ont pensé qu'on est correct, c'est pas grave si on ne met pas le masque ou si on ne fait pas comme on devrait faire. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on a eu 23 cas dans une semaine. Donc, c'est important aussi. Donc, c'est soit en mettant plus de précautions lorsqu'on est en présence de quelqu'un qui vient d'une région rouge ou orange, mais aussi dans nos quotidiens, il faut qu'on se rappelle que ça ne prend pas grand-chose
pour répartir la transmission au sein de la région. Et c'est important, comme Mme Roy a mentionné au début, de garder un taux très bas de nouveaux cas quotidiens à travers la province. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent je vais me faire tester avant de m'en venir, comme ça je vais être certain. Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que ça pourrait être pertinent de le faire, même si les gens n'ont pas de symptômes? Vous avez dit tantôt, on essaie de prioriser les gens qui ont des symptômes. Est-ce que ça pourrait être quand même pertinent que ces gens-là le fassent par mesure préventive si jamais ils décident de le faire avant de s'en venir en région? Ce que je pourrais dire, c'est ça, ce n'est pas une mesure assez. Le fait de passer un test de dépistage ne le remplace pas des mesures. Et je vous dis pourquoi. Quelqu'un peut passer un test aujourd'hui et c'est négatif. La personne se déplace, la personne quitte Montréal et se déplace vers l'Abitibi-Témiscamingue. 2 jours plus tard, la personne développe des symptômes. La personne passe un test et le test est positif. Tout l'entourage de ces personnes-là sont déjà exposés. Parce que ça prend quelques jours après avoir eu une exposition significative au virus pour développer la maladie. Le test nous permet de détecter les gens qui ont la maladie. Des fois, ils ont la maladie et ils ne présentent pas de symptômes, mais ils ont la maladie. Mais ça prend quelques jours après avoir été exposés au virus pour devenir positif. Donc, le fait d'avoir un résultat négatif aujourd'hui ne le dit pas qu'on n'aura pas une positive dans 2 jours. C'est pour cela qu'il ne faut pas mettre toute l'emphase en disant oui, par prévention, j'ai fait un test, donc quand quand j'arrive en Abitibi, ça va être correct d'aller voir toutes mes amies, de faire des soupers, de faire des activités. Cela est à éviter. Merci beaucoup, Dr. Sabanjo. Est-ce qu'on avait d'autres questions? En ce que j'en comprends, ça faisait Oui, le tour. excusez-moi, j'ai une dernière question. En fait, c'était pour Mme Landry. Vous mentionniez tout à l'heure un peu vos appréhensions, si on veut, par rapport au relâche scolaire des étudiants, justement, d'autres régions qui pourraient venir en visite en Abitibi-Témiscamingue. On peut se le dire, pour un étudiant qui arrive de Montréal, l'Abitibi, exemple Val-d'Or, va paraître comme le paradis. Bon, ici, les gyms sont ouverts, les restaurants sont ouverts, donc les tentations seront très nombreuses. Sauf que ça avait bien compris les consignes, je sais que vous les avez compris, mais c'est très clair et tout le monde l'a répété, les règles qui s'appliquent dans ta région d'origine. On comprend que l'étudiant qui est là à temps plein, il faut considérer que c'est sa région, là, et puis qui est plutôt en visite en Abitibi, même si son adresse permanente peut être ici, il n'a pas le droit de le faire. C'est vraiment, on espère que les gens vont respecter ces consignes-là. Je comprends que c'est la tentation, là, c'est sûr. Là, je me mets à leur place. Écoutez, ici, les gyms sont ouverts, les restaurants sont ouverts, les salles de cinéma. Mais on espère que nos jeunes vont respecter ces consignes-là. Là. Puis je fais appel aux parents qui écoutent cet après-midi. Puis d'ailleurs, ces consignes-là sont sur le site Facebook. J'espère que ça sera que ces consignes-là vont être répétées aux étudiants lorsqu'ils arriveront dans la région. Là. Merci beaucoup. Cette consigne-là de consigne qui s'adapte selon la région où vous habitez, vous suivent, est-ce que vous sentez que les gens le savent, ça? Parce que moi, plusieurs personnes à qui j'ai parlé n'étaient pas au courant de ça. Et même nous, en tout cas, je vais parler pour moi, avant que vous en parliez, je ne savais pas cette mesure-là. Et ma sous-question à ça, c'est est-ce qu'il y a plus ou moins, c'est plus dur à vérifier un petit peu parce que un étudiant n'a peut-être pas fait son changement d'adresse, a peut-être son adresse ici, mais il passe maintenant la majorité de son temps à Montréal. Donc, en même temps, personne ne pourrait prouver qu'il n'est plus en région. Donc, est-ce que vous sentez que les gens le savent et sentez-vous que les gens le font? Et sinon, est-ce qu'il y a un moyen de vérifier que les gens adhèrent bien à ces règlements-là un petit peu? C'est effectivement une très bonne question, très bon commentaire. Écoutez, c'est pour cette raison aussi que les jeunes sont beaucoup sur Facebook. Les consignes ont été mis là. On fait appel aux parents de ces étudiants-là. À quelque part, je pense que les gens le savent, mais vous savez, c'est tentant hein, de pas suivre les règles. Là. Mais
on espère, en tout cas. Moi, je fais confiance à nos jeunes pour suivre ces consignes-là. Écoutez, en espérant qu'il n'y aura pas trop de cas suite à cette semaine de relâche-là. Je ne sais pas si le Dr. Sabadjo voulait compléter. Oui, je voulais juste dire qu'il faut se rappeler que le contrôle de la pandémie, c'est une responsabilité de tous. Et à plusieurs reprises, je le dis, que s'il y a un succès, si on constate que le virus se propage moins ici, c'est parce que tout le monde collabore et tout le monde fait sa part. Si les élèves ou les étudiants arrivent, ils ont des gens autour d'eux, ils ont des entourages. Et on a dit qu'ils peuvent profiter des activités en famille juste en limitant les activités à ceux qui se font en famille. Il faut aussi se rappeler que la raison pour laquelle on fait tout ça, c'est pour protéger la population. Il y a une raison en arrière, c'est pour sauver des vies, c'est pour sauver nos ressources. Donc, si tout le monde est conscient de ça et si tout le monde veut continuer à pouvoir aller au resto et à pouvoir profiter de tout ce qui est ouvert, au gym et tout, ça va être important que nous tous fassions nos pas et faire des rappels nécessaires aux personnes qu'on constate que ne le respectent pas pour leur faire comprendre pourquoi c'est important de pouvoir le faire. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Je crois que ça faisait le tour pour aujourd'hui. Donc, merci tout le monde encore une fois de vous être présenté en aussi grand nombre et on se dit à la semaine prochaine.